C'est avec une surprenante rapidité que les talibans, après avoir pris le contrôle de la majorité des capitales régionales, se sont emparés, pratiquement sans coup férir, de Kaboul. Ce qui a suivi a été un spectacle déconcertant. Joe Biden a déclaré sur ABC que le chaos était inévitable. Ça n'est toutefois pas l'avis de tout le monde, René Léque. Oui, Claude, ce n'est pas mon avis personnellement. Je crois que c'est pas l'avis de l'essentiel de notre équipe parce que ça fait déjà des semaines, j'ai presque envie de dire un bon mois pour ne pas dire deux, où on sentait cela venir. On parlait déjà de la catastrophe humaine qu'il y avait à partir de la pression qui s'exerçait sur les différentes frontières des 5 pays limitrophes. On avait parlé précisément en particulier de l'Iran qui a accueilli le plus gros lot avec le Pakistan de réfugiés. Donc, la dégradation de la situation, elle était évidente. On l'a suivie. On n'a pas accès aux bulletins de renseignements généraux et pourtant on était tout à fait au courant de la dégradation à vue d'œil de la situation. Donc, pour l'administration de dire qu'elle n'était pas au courant, qu'elle n'a pas vu ça venir, c'est assez grotesque à mon point de vue. Alain Léque, vous avez effectué 2 séjours comme consultant auprès de la force internationale et aussi de l'armée afghane. Alors, avez-vous été surpris par le comportement de l'armée afghane qui a pratiquement refusé de se battre? Je n'ai pas été tellement surpris parce que ils ont été formés, ils ont été soutenus et je pense qu'ils vivaient sur ce fait en se disant qu'ils avaient toujours donc les forces étrangères à leur côté et qu'ils n'avaient pas besoin de faire trop d'efforts. Et le jour où le besoin s'en est fait sentir, tout est tombé, et tout a été lâché parce qu'ils n'avaient plus de soutien et ils ont complètement été perdus et la situation a fait que plus rien n'a été tel que ça devait être. Et justement, si on les avait formés, si les États-Unis ont dépensé plus de 80 milliards de dollars, c'était pour qu'un jour ils puissent se défendre leur pays. Oui, mais c'est le contexte fait que la situation dans le pays, la volonté de vraiment être une armée régulière et capable de pouvoir contrôler un conflit, et ça a été vraiment une chose très difficile et je pense qu'ils n'étaient pas préparés du tout. Alors, quand vous étiez en Afghanistan, quelle était l'attitude, le comportement des Afghans à votre égard, à l'égard des Américains, des autres pays membres de la coalition? Est-ce qu'ils étaient heureux de vous voir là ou est-ce que vous sentiez un sentiment d'hostilité? Non, le peuple afghan est un peuple très sympathique et qui nous ont très bien accueillis, mais c'est les talibans, les extrémistes qui, eux, s'infiltraient et pour essayer de provoquer des attentats. Et c'est ce qui nous mettait plus en danger que le peuple afghan par lui-même. Mais quand vous y étiez, Alain, est-ce que vous aviez déjà cette impression que quand il s'agissait de prendre des initiatives de combat sur le terrain, la sécurité afghane n'était pas au rendez-vous? Parce que moi, les informations qu'on voyait, on semblait dire que pour les combats, les questions difficiles, ils se mobilisaient sur le terrain. Ça n'a pas été votre expérience? Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est au niveau de la vie dans l'intérieur de Kaboul, où là, on était toujours accompagné de 2 soldats armés lorsqu'on sortait dans la rue pour aller d'un bâtiment vers un autre bâtiment. Et tout ça se faisait rapidement et de façon sécuritaire, surtout durant mon 2e séjour. Dennis Beaver, les républicains n'ont pas ménagé leur critique à l'égard de Joe Biden sur ce départ précipité, un peu humiliant pour les États-Unis. Oui. Et je pense, pour revenir à nos moutons,
les mecs, les soldats en Afghanistan, je pose des questions. Et Alain, toi, tu as la réponse certainement. Est-ce qu'ils avaient le sens d'avoir un pays où c'était une question des tribus et ils pensaient d'abord famille, tribu et à la limite le pays entier. Ça s'explique un peu peut-être pourquoi pas de réaction de se défendre. Qu'est-ce que tu penses? Oui, Alain. Ayant rencontré beaucoup de gens donc en Afghanistan, il faut comprendre que l'Afghanistan c'est un pays, mais le pays est fractionné avec des chefs de guerre. Donc chaque chef de guerre a sa propre petite armée dans son district. Donc c'est très difficile d'avoir une entité. Tous ces chefs de guerre veulent leur indépendance, leur royaume, et le gouvernement afghan, je ne sais pas comment il pouvait tenir. Et là, je pense que c'est pour ça que c'est parti en miettes, parce que chaque chef de guerre s'est écarté du gouvernement. Et donc Claude, je pense, cette idée, oui, c'est pas une réponse à ta question, mais je pense que l'idée qu'on avait chez nous, country building, de construire un pays, établir un vrai pays, pouvait jamais marcher là-bas. Comme en Irak, les endroits qui n'avaient pas du tout le sens de démocratie. Je vous ai mis sur la sellette, c'est Nice en tant que républicain, mais il faut être juste, les critiques ne se limitent pas aux républicains. Les démocrates ont été peut-être encore plus sévères à l'égard de Joe Biden sur le manque de préparation, peut-être une erreur de jugement, je ne sais pas. Mais Herman, comment voyez-vous cette retraite assez humiliante finalement pour les États-Unis? Je crois que les gens ont oublié que c'est l'ancien président Trump qui a commencé la retraite. Quand il était là, il y avait 7500 soldats américains. Quand Biden est arrivé, le nombre a été déjà réduit à 2500. Donc, c'est inévitable que 2500 ne peut pas faire le nécessaire contre les talibans. Et aussi un autre élément, les talibans ont été soutenus toujours par les Pakistanais, nos amis. Yeah. Donc, les Pakistanais donnent des armes, donnent de l'argent. Ils donnent de l'argent aux, les chefs de guerre que nous avons discuté tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, comment voulez-vous que l'armée du gouvernement fait la guerre contre les talibans avec tout ça? Impossible. Et les Américains déjà réduits. Donc, c'était inévitable que les talibans pouvaient marcher dans Kaboul sans résistance. René, il va tout de même y avoir des conséquences politiques pour Biden après ce fiasco. C'est la question que je me pose. Peut-être que oui, peut-être que non, parce que bon, avant, il y a 3 semaines encore, il y a 64% des Américains soutenaient le retrait. Il semblerait même qu'on en soit aux environs de 70, d'après ce que mais j'ai pas vu le sondage moi-même, donc je ne sais, je n'en connais pas trop la valeur. Mais c'est vrai que bon, avec le temps, dans 2-3 mois, une fois que tout ça ne sera plus au devant de la scène, on n'aura plus les images au quotidien, il est tout à fait possible que les gens se disent, bon, en tout cas, au résultat, la guerre est terminée, nous ne sommes plus présents en Afghanistan et le public est plutôt favorable à cela. Mais quand même, je crois que restera comme une tache noire dans dans le bilan de l'administration Biden, la manière dont ça s'est fait. Je pense que le retrait, le fait que les talibans aient pris le pouvoir, tout le monde s'y attendait. Encore une fois, on en a parlé ici, mais la manière dont le retrait s'est fait, la manière, j'ai presque envie de dire, ça va même au-delà de l'incompétence. Il y a une dimension même d'irresponsabilité dans la manière dont ça a été fait. Et je pense personnellement le plus grave, c'est l'absence de prise de responsabilité. Je pense que moi qui suis
toujours très admiratif par rapport au travail remarquable qu'a fait Biden depuis qu'il est aux affaires. Franchement, je n'ai pas du tout apprécié cette manière de dire que tout s'est bien passé. Le peu les problèmes que nous voyons, on ne pouvait pas les éviter. Ça faisait pas très sérieux, au point même, et vous l'avez dit vous-même, Claude, beaucoup de leurs alliés, y compris des gens de l'administration, quelqu'un comme David Axelrod, qui était un membre important, un senior officer de l'administration Obama-Biden, lui-même disait que Biden aurait dû dire, écoutez, nous n'avons pas géré cette affaire correctement, mais à partir de maintenant, on va s'y mettre. Donc, la même chose pour l'ancien ministre de la Défense, l'ancien patron de la CIA. Bref, des tas de démocrates ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont Biden, pas seulement a géré cette affaire, mais le fait qu'il ne prenne pas ses responsabilités en disant ça s'est mal passé, mais nous allons rectifier. Mais le fait qu'il fasse une sorte de double down, comme on dit en anglais, et comme Trump faisait, c'est assez décevant, je dois avouer. Je crois que vous avez bien expliqué le sentiment général. C'est vrai qu'une majorité d'Américains sont contents que l'on quitte l'Afghanistan. Ça a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de vies humaines, mais il y a tout de même, oui, d'accord, c'est bien, on s'en va, mais il aurait fallu tout de même partir avec une plus grande classe. Il y a un certain malaise moral parmi les Américains qui sont même des gens très généreux et qui se préoccupent du sort du monde. Et l'image de ce C-17 qui s'apprêtait à décoller et qui n'a pas pu le faire parce que il était bloqué par des centaines de gens désespérés qui essayaient de monter à bord. C'est évidemment une image qui restera. Ce sera l'image des États-Unis en Afghanistan, et bien sûr, on l'a souvent comparé à cette image de l'ambassadeur des États-Unis au Sud-Vietnam, s'envolant à bord d'un hélicoptère perché sur un immeuble qui se trouvait à côté de l'ambassade avec le drapeau américain dans les bras. Herman, ça va tout de même avoir des conséquences. Il y a tout de même vous ne le pensez pas, une certaine perte de prestige des États-Unis dans le monde après ce retrait, ce fiasco. Comment nos alliés, les alliés des États-Unis, que peuvent-ils penser? Est-ce que la réaction va pas dire est-ce qu'on peut vraiment encore compter sur les États-Unis? Je crois que oui. Les gens dans l'OTAN, ils comprennent très bien tout ce qui s'est passé en Afghanistan. Biden a fait des erreurs. C'était inélégant le départ, mais quand même, il n'y avait pas un seul soldat américain tué dans cette affaire. Et je crois que les Européens, surtout les Japonais, les Coréens, savent qu'ils peuvent toujours compter sur les États-Unis en cas de besoin, en cas de menace des autres pays. Moi, comme diplomate de carrière, je ne vois pas un grand problème pour Biden à l'avenir à cause de ça. Claude, moi, je voudrais juste rajouter ceci. Bon, deux choses pour la petite histoire. 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans, c'est le coût de la guerre. Plus de 2,2 trillions de dollars, selon l'université Brown University. C'est absolument colossal. Alors, je me suis amusé à faire le calcul. C'est le budget annuel de l'État du Sénégal pendant plus de 2 siècles et demi. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Voilà le coût. Alors, on a envie de se dire, tout ça pour ça, ça a quelque chose d'un peu dramatique. Mais moi, la question qui me paraît la plus intéressante, en tout cas en ce qui me concerne, et j'en ai beaucoup parlé dans plusieurs médias, c'est cette question de comment on en est arrivé là. Pourquoi y a-t-il un tel échec? Et je pense qu'on aura l'occasion, j'imagine, dans le point USA de reparler de tout ça. Moi, j'aimerais bien avoir, qu'on en discute, avoir le point de vue de Claude, bien sûr, de Denis et de Hank Cohen sur la question. Mais je crois que l'absence de diversité,
justement, dans les institutions dans lesquelles ce type de décision-là, dans les institutions qui gèrent ce type de questions-là, je crois que c'est une question centrale. La diversité, c'est pas simplement d'un point de vue culturel, etc., mais c'est aussi la diversité des opinions, la diversité des perceptions. Et l'absence, justement, quand vous allez au département d'État, j'ai beaucoup travaillé avec le département d'État, travaillé avec l'USAID, quand vous allez dans toutes ces institutions, ce qui est absolument ahurissant, c'est qu'ils fonctionnent, ils sont dans une sorte de echo chamber, comme on dit en anglais. Une sorte, ils sont en conversation avec eux-mêmes. Ils se parlent à eux-mêmes. Il y a une pensée unique qu'il y a au département d'État, à l'USAID, dans toutes ces institutions, qui est absolument extraordinaire. Donc, les voix dissidentes ne sont pas encouragées. Donc, du fait qu'il n'y ait pas de voix dissidente, ils n'ont pas la capacité à voir que la situation telle qu'ils l'aperçoivent ne correspond pas à la réalité, surtout dans des espaces culturels dont ils ne maîtrisent pas les éléments. Et c'est ce que l'on retrouve dans toutes les situations. C'est la situation dans laquelle se retrouve la France au Mali, c'est la situation des États-Unis en Afghanistan, en Irak, etc. Donc, il y a des questions de fond, je crois, qui peuvent être très intéressantes, et je crois qu'il serait intéressant que l'on discute de ça, parce que c'est ça, de mon point de vue, peut-être le plus important. Voilà, de beaux sujets de débat pour de prochaines émissions. Le dernier mot à Alain. Alain, vous êtes allé en Afghanistan, vous avez apporté votre pierre à l'édification de la cathédrale. Maintenant que malheureusement une page est tournée et pas dans le meilleur sens du mot, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un petit peu travaillé en vain pour une cause perdue? C'est sûr que tous les efforts qui ont été fournis pour aider le peuple afghan semblent perdus, et l'aide à l'éducation pour les jeunes afghanes, le soutien aux différentes organisations, à l'amélioration des conditions de vie, l'éducation, le commerce, tout cela va être perdu rapidement. Mais il y a une chose que je voulais souligner aussi, c'est qu'il faut parler qu'il y a eu aussi un manque de lucidité. Penser que les talibans allaient être des gens raisonnables et que leur dire serait maintenu, serait accepté, ça a été un manque de lucidité totale. À chaque fois, ils faisaient de la misinformation, de la mésinformation. Ils disaient on va faire ci, on va faire ça, et en fin de compte, ils continuent à faire des choses inverses. Et je pense que c'est quand les gens ne sont pas dans le contexte, dans le pays, n'ont pas les contacts avec la population et le mode de vie dans le pays, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pas en étant loin que l'on arrive à savoir si c'est la réalité. C'est d'être directement au contact. Et quand je voyais que les gens qui disaient « Oh, les talibans disent qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça », moi, je disais « Ils sont complètement dans l'irréalité. C'est pas possible. » Et pour finaliser, j'ai beaucoup d'amis qui sont des amis afghans que j'ai formés, que j'ai rencontrés et qui travaillaient pour l'avenir de l'Afghanistan. Et maintenant, je me demande qu'est-ce qui va leur arriver. Et j'espère que pour beaucoup d'entre eux qui vont pouvoir sortir de ce pays parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. Je m'attends au pire. Et espérons qu'ils pourront soit regagner, venir aux États-Unis ou trouver un refuge dans un autre pays. Mais en tout cas, la situation est dramatique et c'est justement, je le répète, cet aspect abandon de nos amis, de nos alliés qui fait mal et qui heurte les sentiments des Américains. Alain Leca, merci de votre témoignage. Merci aussi à votre association, l'Association des anciens combattants, d'assurer le devoir mémoriel à l'égard de ceux qui ont combattu pour sauver une liberté à laquelle justement les Afghans, il est à craindre, ne pourront aspirer pendant pas mal de temps et peut-être même jamais. Je vous remercie de m'avoir reçu dans votre émission. Au revoir. Merci Alain.
Au revoir. Après 1 an et demi de quasi-confinement, tout le monde rêve d'évasion, mais où aller? Notre équipe choisit les destinations de leur choix. Alors, restez avec nous.